Salut à tous et bienvenue dans Bits, épisode numéro 173. Comment vas-tu, Christophe? Écoute, ça va très, très bien. Il faut parler très, très vite dans cette émission ce soir, c'est ça? Exactement, c'est comme ça. Parfait, je À sais chaque faire. fois, à chaque fois, je fais les introductions, je parle super vite comme ça. C'est voilà. On va saluer la chatroom au passage d'ailleurs, hein. Salut Crix33. Hey, Salut, salut! salut. J'espère que tu vas bien. Ouais, ça va, ça va. Salut Toufik, Derbavar, Rogos, Dragon, Floz, Lord d'Arsurion, qui sont là et d'autres. Il a mangé quoi ce soir, Cédric? Rien du tout. Je bois un thé. Vous voyez? Alors, faut choisir entre team rouge ou team Ouais. jaune. Ou team Voilà. jaune. Attends, je peux changer si tu veux. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Mais ce soir, d'un autre côté, c'est l'Angleterre contre le Danemark. Je suis la team rouge et toi, tu es la team Ok. Angleterre. Ok. Voilà. Bon, sur ce, on n'est pas là pour parler foot parce qu'il y en a d'autres qui le font quand même vachement mieux que nous. Faut dire ce qui est. Hein. Et au passage, on salue Ragling pour son sub. Merci à toi. Merci, gars. Team Orange. FF 7700. Merci Floz. N'hésitez pas à prévenir s'il y a un but dans le match. Ouais, c'est ça. Comme ça, vous pouvez suivre et l'émission et en même temps le match. C'est quand même la seule chaîne Twitch qui vous permet de faire ça. C'est incroyable. Sur ce, Christophe, je te propose que sans plus tarder, on se lance dans les news avec donc notre rubrique Radar. Ok. Alors, Radar, il y a pas mal de news. Ce Des qui est news passé longues. dans le radar cette semaine, ouais. C'est ça. Des news longues et des news courtes. Hein, des faut pour tous rumeurs les et des goûts. positionnements chelous. Voilà, c'est ça, il y en a pour tout le monde. Et c'est toi qui commences, parti coller. Tu vas Allez, nous je parler m'y un peu. colle. Yep. Je m'y colle et je vous parle d'IA, évidemment. Évidemment, si Christophe est là, on va Je parler vous d'IA. parle. C'est ça, même 2 fois. 2 grandes Oh news là là. là-dessus qui font vous parler de ça. Oui, je vais vous parler de GitHub Copilot, ou l'IA qui codait pour vous. Alors GitHub, je vais rappeler ce que c'est. Tout le monde ne connaît peut-être pas. GitHub, c'est une plateforme d'hébergement et de partage de code source, majoritairement open source. Donc tous les développeurs publient leur code dessus et mettent à disposition leur projet et leur code. GitHub a été racheté il y a quelques temps déjà, je crois qu'il y a 2 ans, par Ouais, Microsoft, MS. qui n'a pas arrêté du coup d'intégrer des nouveautés dedans. Et la dernière nouveauté, c'est Copilot. Et Copilot, c'est quoi? C'est une IA qui va te proposer de compléter le code source que tu es en train de taper par rapport à ce qu'elle peut détecter que tu souhaites faire, ton intention de codage, en allant chercher des infos à droite à gauche, notamment en se basant sur l'ensemble des codes qui sont déjà présents sur la plateforme GitHub. Voilà, donc c'est ton copain de programmation, comme ils le disent. Ça s'intègre dans 2 endroits. Ça s'intègre dans GitHub Codespace, ça s'appelle, je crois, qui est leur éditeur en ligne. Donc il y a un éditeur de texte dans le navigateur qui permet de modifier le code source, qu'on peut tester sur leur site, qui est ici. Et sinon, ça s'intègre aussi dans une extension pour VS Code, Visual Studio Code, qui est aussi un outil de développement de chez Microsoft. Donc ça s'intègre de ces 2 côtés-là. Alors comment ça marche, ce machin-là? Ça marche comme ça. Donc ils se sont basés sur un modèle de prédiction de texte qui est fourni par OpenAI. Donc on connaît OpenAI, cette initiative dont on a très largement parlé déjà autour de tout ce qui va être IA de manière très générale. On en a parlé pour les jeux, on en a parlé pour l'analyse de texte. On en parle beaucoup pour ce qui est de comment ça s'appelle, la génération de texte, avec notamment le modèle qui s'appelle GPT-3. Qui est un des gros trucs hyper connus. Et bien là, GitHub Copilot est basé sur ce modèle-là. Alors une version un peu allégée, c'est pas GPT-3, c'est un GPT-J. Et ils ont intégré ça. Donc ils ont intégré ça donc dans l'éditeur là. Donc en fait, l'éditeur va fournir le contexte du code. Donc en gros, c'est le fichier que tu es en train de taper de ton code source, de ton application. Et le programme va analyser ce qu'il pense que tu es en train de faire. Donc il va lire globalement, ça va être quoi? Ça va être le nom du fichier, ça va être les commentaires que tu as pu mettre dans le code, les noms des méthodes ou des propriétés, et il va te proposer des suggestions de complétion. Voilà, quand tu développes, tu as souvent de l'autocomplétion, ce qu'on appelle, donc des suggestions pour compléter, on va dire, ce que tu es en train de coder, mais jusqu'à présent, c'était basé sur plus de l'analyse sémantique du texte. Là, c'est vraiment une suggestion de bout de code, hein, vraiment, donc plusieurs lignes de code. Alors, qu'est-ce que j'ai comme exemple? Ouais, j'ai ça, par exemple, comme exemple qui est pas mal. Voilà, donc là, tu as une ligne entière qui est suggérée par Copilot. Donc, tu es sur Ah du oui. Python, il te propose automatiquement de taper cette ligne entière. Donc, on est au-delà du niveau de complétion où je te complète le mot que tu es en train de taper. C'est vraiment la ligne, la phrase complète. Il faudrait ça pour les SMS.
Faudrait ça pour les SMS. Ouais. T'as ça aussi qui est pas mal. Donc là, il est en train de taper un truc en SQL, pareil. Et donc là, tu vois, à partir du début du commentaire que tu as mis, du début des méthodes que tu as tapées, tu crées une nouvelle fonction. Et à partir de là, il te propose le gros pavé qui va Le derrière groupe avec. avec. Ouais. C'est propre. Pas mal ça. Et j'ai un autre exemple, je crois. Ouais, ça c'est Python. Donc en fait, tu vois, il commence à taper dans un fichier Python. Je souhaite taper dans les API Pokémon pour récupérer des données et sauver ça dans un fichier. C'est le nom du commentaire qu'il met. Et dès qu'il commence à taper la suite du texte, pof, Il tout va le code est chercher généré direct. pour faire ce qu'il a dit dans le commentaire quand même. Donc là, t'as même pas commencé à taper du code. T'as juste dit dans un Ouais, commentaire ce déjà, que il a tu été chercher souhaites faire. la base de données Pokémon Go, machin là. C'est un Propre. truc de malade ça. Donc voilà, les démos sont impressionnantes. Alors c'est visible sur leur site, hein, vous allez voir ça, vous cherchez GitHub Copilot et il y a un site qui permet de tester tout ça en live. Ça supporte pas mal de langages différents. Alors ça supporte, ils disent pas plein de langages, mais les majoritaires, enfin les principaux qui mettent en avant, ça va être Python, évidemment, JavaScript, TypeScript, Ruby et Go, qui sont les langages modernes du web, on va dire. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Alors, ce qu'on peut dire de plus, c'est que c'est des modèles d'IA qui sont quand même très costauds. Donc GPT-3, c'est un truc qui est énorme. On parle de 175 milliards de Ah ouais. paramètres. Un truc costaud. Sur celui-ci, on est sur 6 milliards, ce qui peut paraître beaucoup moins, mais c'est quand même déjà beaucoup par rapport à ce qu'on peut avoir comme mode modèle. Donc ça reste un gros truc. Et ça amène plusieurs questions. Et notamment la question de à partir de quoi en fait cette IA a été entraînée, quel est le modèle de données Ouais. sur lequel elle a été basée. Bah sur Et là, GitHub. évidemment, ils ont été pompés tout le code source public de GitHub. Voilà. Sauf qu'ils se sont moyennement posé les questions de la légalité du truc, parce que Ouais. des licences qui vont avec, tu vois, même si le code source est public, c'est-à-dire que tu peux le lire publiquement, tu n'as peut-être pas le droit de le réutiliser à d'autres fins. C'est ça. Donc là, ils se sont pas trop posé la question. On est un peu dans un flou juridique jusqu'à présent. Et en fait, ils ont sur leur site expliqué tout ça. Ils disent, ouais, on est dans le domaine des pratiques habituelles du milieu du machine learning. Acceptable. Voilà. En gros, c'est les autres le font, donc pourquoi pas nous? Sauf que là, il y a des choses un peu limites. C'est-à-dire que tu peux imaginer, tu vois, tu commences à taper du code source et en fait, il va te proposer du code. Et en fait, le bout de code que tu vas récupérer, il risque d'être basé sur un autre projet. Et du coup, tu vas rentrer dans du vol, en fait, quelque part. Bah ouais. Du Et du vol de plagiat. propriété intellectuelle, le code source de quelqu'un d'autre, que tu n'aurais pas forcément le droit. D'ailleurs, ça me fait penser à un truc à l'école. Tu sais que nous, on a un truc qui s'appelle la moulitriche. C'est une moulinette qui parse le Moulitriche, non, code. je connais Ouais. pas, c'est quoi? Qui parse le code en fait des étudiants pour vérifier s'ils n'ont pas copié déjà sur d'autres étudiants. Parce qu'ils doivent tout push sous GitHub, tu vois. Et en même temps, on compare aussi aux librairies publiques de GitHub pour vérifier s'il n'y a pas du code similaire ailleurs. Genre, on a fait copier-coller, les variables sont appelées pareil et tout, tu vois. Enfin, voilà quoi. Bien, bien, bien. Ouais, Et vous avez ouais, l'habitude, quoi. ouais, bah oui, on les entraîne justement à pas copier, à essayer d'apprendre par eux-mêmes, tu vois, et pas juste d'aller copier-coller du code sans comprendre ce qu'on fait, quoi. Mais Voilà. attends, ça veut dire que. Et ce projet, qui c'est qui l'a créé? C'est des troisième années, j'imagine, un truc comme Ah ça. non, non, Pour ça date, empêcher que c'est les bien premières maintenant. années copient? Ah non, Ok, enfin, bon. la moulitriche, elle existe chez Epitech depuis longtemps. 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 Ok, donc oui, comme on nous dit dans la chatroom, c'est l'évolution, ce que j'avais noté aussi, c'est l'évolution du copier-coller qu'on peut voir dans Stack Overflow. Donc Stack Overflow Ouais. qui est un forum de partage et d'entraide autour du développement. Donc en fait, tu poses des questions techniques autour de j'essaie de faire ça ou j'y arrive pas ou comment faire ça. Et en général, tu as plein de devs qui te répondent avec plein de bouts de code, on va dire, jetables pour répondre à cette question. Donc c'est un C'est peu ça. beaucoup l'évolution de ça, avec d'autres soucis quand même, hein, le vol de code source, etc. Bah Après, ouais. Microsoft, c'est quand même target, donc ils ont fait des papiers d'études sur la similarité du code qui est généré. Je pense qu'ils ont rajouté des moyens d'éviter ça, en fait, que le truc il recrache pas directement le code source des projets. Parce qu'en fait, ils se sont rendus compte que le code qui est généré, c'est des suggestions, mais le code est en général, dans la très grande majorité des cas, c'est ce qu'ils disent, il est original. Donc il n'est pas, il est créé de toutes pièces. Mhm. En s'inspirant d'eux. Voilà. Bon. Il y a un autre truc dont on parle pas aussi par rapport à ça, c'est que ce genre de projet, donc si tu l'intègres un peu partout, bah, ça a un coût, parce que ce modèle-là, donc dont on parlait de la taille, hein, tout à l'heure, ça a un coût énergétique, ça a un coût Bah de ouais. consommation, parce que c'est un gros truc à faire tourner. Donc derrière, tu appelles les API, tu appelles tout ça, tu as des serveurs, ils sont pas chez toi, mais derrière, ça coûte quand même parce que ça consomme de l'énergie. Pour Ouais, le mais faire tourner, ça Microsoft, consomme aussi pour l'entraîner. ouais, mais Microsoft, tu sais, ils sont
carbone négative ou positive, tu sais. Ils sont en Et mode, justement, s'ils n'avaient ils pas absorbent plus ça, de CO2. on en absorbera encore plus sans ça. Bah oui, c'est vrai, c'est vrai. Voilà, donc oui, non, mais c'est un vrai sujet, on en parle beaucoup, on en parle de plus en plus souvent sur la blockchain. On n'en parle pas tant que ça encore sur la partie IA. Et pourtant, ce genre de modèles-là, ils sont très très clairement ultra méga énergivores. Et en plus, il faut qu'ils l'entraînent régulièrement, c'est-à-dire qu'ils mettent à jour globalement leur moteur de compréhension d'analyse, parce que le code source évolue, parce qu'il détecte. Bien C'est une sûr. preview, hein, je ne l'ai pas mentionné, c'est une preview. Ce projet-là, il y a une liste d'attente pour s'inscrire. Mais cette question, il faut se la poser quand même, la partie énergétique. Voilà. Et on peut faire un petit coucou à Tab9, qui était une alternative qui existait déjà depuis quelques années, qui voulait Ah faire oui, la même chose. Sauf que là, je pense qu'ils vont se faire rouler dessus par Microsoft et GitHub avec ce projet-là, évidemment. évidemment. Voilà. Je pensais que tu avais fait le tweet, j'ai pas compris, on s'est mal compris. Du coup, je t'ai dit, ah, j'allais le faire, mais comme tu es en train de le faire, je crois qu'on l'a pas envoyé, non? Ah ben non, 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 j'avais compris que tu le faisais, tu vois. Ok, bah voilà, donc on s'est pas compris, c'est pas grave, je vais le faire en même temps. Tu fais un tweet en live, ça veut dire qu'il faut que je continue à parler, c'est Non, ça? non, mais d'un plagiat à l'autre, il n'y a qu'un pas. Parlons de Freeflex. Alors Freeflex, c'est le truc incroyablement nouveau que nous vend en fait Xavier Niel, hein, et que nous vend Free. Genre un truc incroyable qui a jamais été fait ailleurs, mais qui en fait ressemble à peu près tout ce que font tous les autres, hein, à une nuance près. On va parler évidemment de cette offre-là avec un logo magnifique, hein, comme ils savent le faire chez Free. Non, ça n'est pas une nouvelle box. Ça n'est pas un cours de yoga qui vous apprend à devenir souple, pardon. J'allais dire. Ouais, c'est ça, pas du tout. C'est C'est pas Xavier un InShape. smartphone pliant. C'est pas tout ça. Freeflex, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement le principe de la LOA ou du crédit, ou bref, appliqué au mobile. Alors vous allez me dire, c'est pas nouveau. Free a toujours dénoncé le fait que comment ça s'appelle, l'achat de smartphones était en gros un crédit caché, hein. Donc là, c'est un crédit pas caché. C'est-à-dire Ouais, que c'est ça. c'est-à-dire que on propose un crédit. Alors par contre, c'est réservé aux abonnés Free. C'est-à-dire que tout le monde peut pas. Moi, par exemple, je peux pas dire tiens, je vais profiter de Freeflex et aller m'acheter un iPhone 12. Non, il faut que je sois abonné Free pour bénéficier de cette OP-là. Donc qu'est-ce que c'est? C'est une location avec option d'achat, hein, voilà. À taux zéro, la LOA. Alors oui et non. En fait, il y a une petite feinte. C'est-à-dire qu'ils promettent qu'effectivement, on ne le paiera pas plus cher que le téléphone classique. Donc l'exemple donné, c'est un iPhone 12, hein, qui normalement vaut 329 euros, prix de départ. Puis on paye 19,99 par mois pendant 24 mois. Et à la fin, on rajoute 100 euros. Normalement, ça fait 900 et des bananes. Dans les faits, si je ne m'abuse, je crois que c'était pour un 64 Go, c'était un peu plus cher. C'était un peu plus cher, mais comment est-ce qu'ils font leur opération? Eh bien, ils font genre 70 euros de remise immédiate. Au lieu de payer 329, vous payez que 259. Avec une offre en gros, ils subventionnent le crédit ou la LOA. Et à la fin, effectivement, on se retrouve avec un smartphone à 838 euros et 76 centimes, ce qui est peu ou prou le prix du smartphone. À la fin d'ailleurs, soit vous rajoutez ces 100 euros et vous devenez propriétaire, soit vous les ajoutez pas et vous devez rendre le mobile. Bon, honnêtement, quand il reste 100 What? euros sur le mobile, ouais. Oui, c'est ça. Ah, mais c'est Euh, d'accord, c'est de la LOA. oui, C'est vraiment c'est de de la la LOA, LOA. donc c'est vrai. Voilà, à la fin, Ok. vous avez 100 euros encore à payer. Vous payez 100 euros et voilà quoi. Donc vous payez 100 euros et vous pouvez le conserver. Ce que explique Free, c'est que cette démarche, elle s'est inscrite aussi dans une démarche écologique. C'est-à-dire que les smartphones qui sont rendus seront reconditionnés, puis revendus, etc. Tu as des pénalités si le mobile est... attendez, s'il est cassé ou abîmé, il faudra lire les conditions, mais à mon avis, vous payez tout simplement les 100 euros, hein, voilà, hein. Si c'est Donc moins bref, gros qu'une pièce de 2 euros, est-ce que ça passe? est-ce que c'est ça? Est-ce que si, c'est exactement ça. Ils ont inventé le crédit d'Hiver Bavaro, hein. Je croyais que c'était originaire des banquiers italiens à la Renaissance, mais c'est un peu ça. Ils ont inventé en fait la LOA sur mobile. Bon voilà. C'est ça la blague. Il faut s'il est pété, effectivement, vous payez le smartphone plein pot. D'un autre côté, si vous l'aviez acheté plein pot et vous l'aviez pété derrière, vous auriez que les yeux pour pleurer. Donc là, c'est pareil, ça permet d'étaler la dépense, on va dire. Quand même des génies, hein, parce qu'ils ont été les premiers à cracher là-dessus. À cracher Alors, là-dessus. Alors, ouais, sur le manque de transparence, c'était surtout ça. voilà. Alors, c'est une Mais là, ça mensualité qui est séparée. Ouais, mais c'est compliqué, enfin. Donc, Enfin, je sais pas à qui ça s'adresse, parce que si, autant si, la si. partie mobile avant, tu pouvais rager parce que c'était masqué.
mais c'était facile pour tout le monde. Là, compliqué. Je pense que ça va pas Ouais, s'adresser vraiment à un grand marché. je pense que si, en fait. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui, un smartphone, ça coûte une blinde et pouvoir se le payer en plusieurs fois. Finalement, en fait, avant, les forfaits, on les payait pas 19 € par mois. On les payait Oui, mais 30, 40 € par mois. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Donc, et certes, le mobile était à toi à la faire, mais là, c'est le cas. Tu vois, au bout de 2 ans, tu rajoutes 100 balles. Bon, on parle d'un iPhone 12, mais dans l'offre, en fait, il n'y a pas que des iPhone 12. J'ai pris cet exemple-là parce que c'est un mobile cher, mais tu as des mobiles moins chers, en fait, que tu peux te payer avec ça. J'aime bien la remarque de Draxas qui nous dit qu'effectivement il a un avis tout à fait Très objectif objectif, là-dessus. ouais, c'est très bien. Euh, Tu vois, ouais, bah écoute, bon après tu restes quand même lié à l'opérateur hein, pendant tout ce temps. Donc en plus de la LOA, tu as quand même l'engagement forfait qui vient avec. Hein. eh ben, oui. Alors, en fait, je crois pas. Hein. Je crois que justement, vu que c'est deux trucs séparés, tu peux résilier, mais tu continues à recevoir ta facture. Il n'y a pas d'engagement sur le forfait. C'est-à-dire qu'il faut Tu être disais tout à client l'heure que pour c'était la réservé aux abonnés. Oui, mais parce qu'en fait, Pour la pour souscription souscrire, il uniquement? faut être abonné. Parce que eux, ça leur permet de vérifier ta solvabilité, etc. Tu vois, quand tu es abonné free. Mhm. Donc, Ok. c'est ça l'idée. Mais après, tu peux résilier. Par exemple, voilà, il faut avoir un mois minimum. C'est exactement ça, dit Nico Poppy. Comme ça, Ah, ils vérifient ok. ta solvabilité et tout. Ah, donc Donc, ils sont. Ouais, ok, bon, ça va, c'est moins pire que. non, non, Ils mais n'ont pas recréé le schéma avant en fait. ah non, non, non. Contrairement à, par exemple, chez Bouygues, si vous prenez un mobile que vous achetez avec une remise opérateur, c'est tout à fait possible, Mhm. que vous pouvez même payer à crédit sinon. Mais seulement, ils vous réengagent 24 mois, etc. Là, c'est pas le cas. D'accord, Donc, ok. voilà. Bon. C'est une possibilité de faire le truc, quoi, tu vois. Donc, Ok. De là en faire toute une pataquès comme ils ont non, fait. là honnêtement, c'était ridicule. En fait, ils ont voulu faire le buzz, honnêtement, continuer à exister un peu dans cette période où il se passe à peu près rien au niveau des opérateurs de téléphonie mobile. Bon, voilà. Voilà, voilà. Très bien, merci. Voilà. Allez, sur ce, tu vas nous parler du Windows Store. L'incroyable, le merveilleux, le mirifique. Renouveau du Windows Store, mais oui, la dernière fois, le dernier épisode, rappelez-vous, on vous parlait de Windows 11 avec un preview sur ce qu'on espérait, et bien j'espérais que Microsoft mette les bouchées doubles sur le store et pallie à tous les problèmes qu'il y avait jusqu'à présent, et bien ça en prend le chemin quand même. Attends juste 2 secondes Euh, avant que tu continues. Parce qu'il y a Moriarty qui nous précise que tu as 5 € de plus sur ta LOA si tu pars de chez Free. Ah, Ah, donc là, ah, tu vois, ah, voilà. Hein. bien. Donc c'est pas lié au forfait, mais un peu quand même. Sur ce, je te laisse. Oui, alors Guillaume FR me corrige effectivement le Microsoft Store de manière générale, mais globalement, pourquoi je parle du Windows Store, tout à fait, c'est parce que c'est plus un store d'app pour Windows maintenant. Enfin, ça prend cette tournure-là et c'est ce qui manquait vraiment à Windows. C'est ce qui manquait à Microsoft, mais c'est ce qui manquait surtout à la plateforme Windows. Alors, ce store, je vous le montre, il est là. Donc, il a été publié puisqu'il y a eu l'annonce de Windows 11. Ça fait partie d'une grosse nouveauté qui a été annoncée. Alors, à la manœuvre derrière tout ça, c'est Rudy Yoon. Donc, Rudy Yoon, je ne sais pas si tu te rappelles de Ah oui, lui. je m'en souviens très bien. Voilà. Qui était un C'est des quelqu'un de très grands. gentil. Enfin, Oui, oui. bon, oui, c'est très gentil. Qui était un des plus gros développeurs de Windows Windows Phone. Mobile et Windows Phone après Windows coup, Phone, ouais, ouais. qui publiait des grosses applications, ouais, Sixtag, effectivement, comme le dit Nico Poppy. Et bien Ouais, maintenant, toutes il est les chez applis Microsoft. Twitter, tout. Enfin, c'est lui qui avait C'est créé. ça. C'est ça, tout à fait. Et exactement. Tout le monde le connaît dans la chatroom, c'est parfait. Et bien il est chez Microsoft, il a travaillé ardemment là-dessus, il fait partie de ce projet-là. Donc il connaît un petit peu ce milieu-là, le milieu des stores d'app. Donc voilà, donc la première chose qu'on voit sur ce store, c'est bien évidemment une refonte interface graphique. Et oui, et ça c'est bienvenu. Mais c'est pas tout. Ce qui change surtout, c'est le contenu de la publication. Et dans la première version, là, ça fait une semaine globalement, un petit peu plus maintenant que Windows OS est sorti, que le store est dispo. Et maintenant, il y a des applications de Win32, enfin toutes les applications autres que les applications uniquement choisies par Microsoft arrivent dessus, notamment du OBS Studio, Zoom, Canva, WinZip, Adobe, Acrobat Reader, etc. Donc tout ça a été publié pendant la première semaine de la bêta, ce qui est pas mal, parce que c'est ce qui manquait fondamentalement au store déjà existant. Ce qu'on peut espérer, c'est que deux choses. Déjà, la plateforme le supporte mieux. Avant, tu pouvais le faire, mais il fallait repackager tes apps pour les publier, c'était un peu le bordel. Donc là, je pense qu'ils ont travaillé ça. L'autre chose, c'est que
on peut espérer aussi un changement de gouvernance chez Microsoft, et ça en prend vraiment la tournure, parce que du coup, bah, ils vont moins regarder ce qui va être publié, ils vont laisser passer plus de choses. Est-ce qu'on aura Snapchat? Je sais pas. Est-ce qu'on aura que des applis UWP? Et non, justement, ça c'était la limitation du store d'avant. Là, on va voir toutes les apps potentiellement. Et ça va être mieux que ça, c'est-à-dire qu'on va même potentiellement avoir des stores dans le store. Dans le store. Donc voilà, Et c'est est-ce qu'on aura pas des nos- stores dans le store dans le store? Ah, bah Peut-être. peut-être, je sais pas. Tu peux. Est-ce qu'on aura des apps dans les stores Mais oui. Bah oui, oui. C'est Panos Panay hein, qui disait qu'il serait ravi d'accueillir au sein de ce nouveau store les Steam ou les Epic Game Store pour pouvoir les installer. Sachant Ah. que, sachant qu'en plus de ça, enfin, je salue parce que l'ouverture qu'ils font sur ça, elle est quand même nouvelle par rapport au marché global, enfin tout au marché global des stores tout confondus, que ce soit les stores de jeux, les stores d'app mobile ou les stores desktop. Ils proposent une nouvelle chose qui est que le store il est là pour canaliser les applications, mais si toi tu veux gérer toi-même ta plateforme d'hébergement et de paiement de tes applications, eh bien, tu peux le publier sur le store Microsoft et ils prendront 0 dessus. Donc tu as 0 commission prise si tu prends ta partie, la partie vraiment infrastructure, hébergement et paiement de l'application. Ça c'est nouveau. Donc Bon, c'est plutôt après, pas mal. oui, oui. Comme tu dis, ouais, ils prennent 0 com. Je sais pas si tu te souviens à l'époque de Windows Phone, ils voulaient tellement que le store fonctionne que ça allait même plus loin que Payer les ça. développeurs pour le faire. Ouais, même ils payaient les apps et le développement Je pour sais. les boîtes pour qu'elles y soient. À l'époque, ils nous avaient fait l'app No Watch, par exemple. Qui c'est qui a eu ces Lumia gratuits pour publier et développer des applications dessus Levez la main. Un dans chaque main, s'il vous Ouais, plaît. c'est ça, c'est exactement ça. C'est ils nous envoyaient des téléphones, ils nous payaient les apps, enfin, c'était n'importe quoi. Bon, mais là, Et ça n'a oui, pas fonctionné. Ouais. là, c'est pas le cas. C'est-à-dire que là, ils ouvrent les vannes et c'est Oui. tout. Ils font rien de plus. Et en fait, les développeurs et les publishers, les éditeurs d'applications se ruent dessus. Donc, ils poussent les apps dessus. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ce nouveau store, il part pas de zéro. C'est-à-dire que dans Windows 10, alors il est prévu aussi que ce store redescende en backport, donc qu'il soit porté sur Windows 10. Donc, même si tu fais pas la migration Windows 11, tu l'auras sur ton Windows 10. Et pourquoi? Parce qu'en fait, on pouvait l'attendre depuis un certain temps. C'est que Microsoft avait déjà poussé dans Windows le Package Manager. C'est ça qui était intéressant. Donc il y avait déjà eu une première évolution technique qui a été publiée. Donc ça, c'est disponible déjà sur Windows 10 hein, si vous voulez. Un Windows Package Manager qui était censé aussi apporter un nouveau moyen d'installer tes applications, de gérer les mises à jour, les montées de version, sans que tu aies à télécharger des apps à droite à gauche et à gérer les mises à jour manuellement à droite à gauche. Tu avais un Winget qui était l'équivalent des Package Managers que tu peux avoir sur du Linux ou même sur Mac, hein, que tu as aussi. Ça manquait Ouais. cruellement à Windows. Microsoft, enfin, sur Windows, tu avais une alternative qui s'appelait Chocolaté. Oui. Enfin, tu l'as toujours, hein, qui fait ça. Mais le Winget, c'est la version homemade de chez Microsoft qui fait peu ou prou la même chose. Et en fait, le store de Windows 11, et donc prochainement Windows 10, se base là-dessus. Donc c'est une interface graphique sur ça, hein, globalement. Donc je trouve ça plutôt positif. Plus le mouvement sur le marché, zéro commission et tout, je trouve qu'ils ont raison de faire tout ça. Voilà, donc très content et hâte de voir la suite. Yes. On verra bien. Ouais, dans le store, on nous dit 8 milliards de PC sous Windows 10. Je crois que là, ils s'emballent un peu, Poppy. Hein. On est plutôt... Ils étaient à 1 milliard l'été dernier. Donc 8, ça fait un peu beaucoup. Mais oui, effectivement. Mais 8 milliards de PC sous Windows 10, combien utilisent le store? C'est ça la grosse différence. Parce que Le store existant, moi je suis... personne. Oui, voilà, le store existant. Mais moi, je suis sous Windows 10. Là, d'ailleurs, au moment où je vous parle, je pense que la dernière fois que j'ai ouvert le store, c'était pour désinstaller, je crois, une app en plus, tu vois. C'était, tu sais, je suis passé dans le store pour voir si je pouvais la désinstaller depuis le store. En fait, je me suis rendu compte que non. Du coup, je me suis dit, merde, c'est très con ce truc. Trop habitué à macOS, tu vois. Mais bon, bref. Et voilà. Et je me souviens aussi, mais a priori, ça a été réglé ce problème, des jeux qui étaient impossibles quasiment. Je me souviens quand j'avais le Xbox Game Pass et que j'essayais d'installer des jeux depuis le store, c'était la catastrophe. Une fois sur deux, le jeu, il se téléchargeait, puis après, tu sais, la barre de rechargement repartait dans l'autre sens en te disant désolé, erreur d'installation. Enfin bon, bref. Oui, pour les jeux, enfin pour les gros volumes, c'était Ouais, pas. pour les c'est pas gros ouf, volumes, il y toujours pas avait sur des le soucis. J'espère que, Microsoft enfin, a Store, priori, ouais. tout ça c'est réglé et tant mieux d'ailleurs, parce que c'était vraiment chiant, quoi. Bon, on va parler d'une Moi, rumeur. Vas-y, dis-moi.
Non, Non, vas-y, moi, vas-y. ce qui me manque vraiment, ça serait que ça devienne le centralisateur des installs et des mises à jour, et des désinstalls, hein, évidemment, mais Et bien surtout des sûr. mises à jour des applications. Tu Ouais. vois, tu installes ton Comme sur Chrome mobile. de ton côté, comme sur mobile. Oui, comme Ouais. sur mobile, sachant que tu as une variété, c'est que sur mobile, c'est beaucoup plus fermé, c'est-à-dire que tu peux faire moins de choses nativement parce que tu as moins accès à la plateforme technique. Sur un PC sur Windows, tu peux avoir tendance à vouloir aller plus dans le détail. C'est vrai. Et que si tu dis comme sur mobile, tu retombes dans le travers du UWP. Tu dis, ben, ça sera que pour les apps natives dans un contexte fermé, restreint, tout ça, Oui, je machin. vois ce que tu veux dire. Alors que Non, mais là, tu là, as deux un niveaux. point Tu es quand même exe. sur un PC où tu Oui. peux aller faire des trucs techniques beaucoup plus poussés. Et en fait, le store avec un niveau, tu vois, user-friendly et le package manager en dessous te permet de faire ces deux niveaux-là en plus. Si en plus tu ouvres à toutes les applications, c'est juste génial. Tu as vraiment. Oui, ta mise à jour T'as- OBS, au lieu de la faire depuis OBS, c'est le store qui s'en charge. Exactement. Voilà. Bon, on Ouais. verra bien. Ouais. On va parler de OnePlus. Mais de OnePlus Pad. Non, qu'est-ce que c'est? Si, je Une te planche jure. à découper? Ouais. Non, en fait, c'est la grosse rumeur du moment. Et en fait, je veux juste qu'on en discute pour voir toi ce que tu en penses du marché de la tablette Android, parce que ça me semble étrange que OnePlus se lance sur ce marché-là. Bon, c'est MySmartPrice qui a découvert qu'en fait, le bureau européen en charge de la propriété intellectuelle en fait avait reçu une demande du groupe chinois, hein, Oppo du coup, de déposer la marque OnePlus Pad. Voilà, alors il y a peu de doute sur la nature de l'appareil, hein, d'après Frandroid, ils expliquent qu'il y a des chances que on se retrouve avec une tablette, puisque le Realme Pad avait déjà fuité en juin, grâce à ce dépôt de nom, etc. Donc voilà, Oppo va peut-être lancer une tablette sous Android, sous la marque OnePlus. Est-ce que, pour toi, alors qu'on n'a aucune annonce, aucune, mais aucune, hein. Je veux dire, la dernière fois que j'ai entendu parler d'une version Android tablette, c'était à une Google I.O., hein, je parle. C'était il y a 4 ans Des millénaires. peut-être. Non, 4 ans, 5 ans peut-être. Je sais pas. C'était quand la dernière fois qu'ils en ont parlé? En fait, je suis même oublié. Bon, on s'est arrêté à Honeycomb, non, je plaisante. Le Mais Pixel C, il en a été longtemps. Non, mais ils sont plus dans les Chromebooks que dans les ouais, non, mais complètement tablettes d'accord. Android. Mais ce que je veux dire, c'est que là, on se retrouverait avec. Alors, il est certain que ce ne sera pas un Android, on va dire, stock, vu comment Google ne met même plus en avant les éléments d'interface, tablette, etc. Alors, ils vont peut-être profiter du fait que Google gère les écrans pliables. Typiquement, ce qu'on retrouve chez Samsung, etc. Donc, ils ont quand même adapté l'interface tu sais, au Ça sera multitâche un avec la. Surface Duo de OnePlus? Ben, Tu penses à un truc comme ça? alors, je pense pas pliable, mais par contre, je vois bien arriver avec le logiciel qui gère, tu sais, le multitâche à base de fenêtres qu'on glisse dans un coin, etc. Tu vois. Oui, Je alors sais ça, pas c'est si ce que fait Samsung. voilà. Et oui, c'est ce que fait Samsung, mais sauf que Google a intégré Android de façon native dans l'OS, sans avoir à bidouiller quelque chose, cette gestion de fenêtres. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, alors tu sais quoi? Le meilleur endroit pour gérer le multifenêtrage des apps Android, tu sais dans quoi c'est? Non. C'est dans Chrome OS. Quand tu as un Ah, Chromebook qui fait tourner les apps oui, Android, oui. donc tu as nativement le fenêtrage, Mhm, ben ça marche très très bien dedans. mhm. C'est ce qui va arriver d'ailleurs dans Windows 11, hein, Oui, tout à fait. Le les apps fameux Android avec système le de fenêtrage découpage, Windows. etc. Ouais, ouais, Donc clairement. moi, je pencherai plus, enfin, je sais pas si je penche, si c'est un pari ou si j'espérerais plus une version. Non, mais ça serait malin de Ouais, leur part, vas-y. parce qu'effectivement, l'OS Android de Google, Ouais, ouais. l'OS, non, je dis une connerie, l'OS tablette Mhm, de Google, pour moi, c'est les Chromebooks, enfin, c'est le mhm. Chrome OS, c'est plus Android, parce qu'il n'y a aucun device Donc tu parierais sur un qui le fait OnePlus tourner. sous Chrome OS? Bah, alors, qu'est-ce qu'ils auraient intérêt à viser comme marché avec une tablette OnePlus? Mm. Les tablettes, les petites tablettes Android pour consommer du contenu, je pense pas qu'ils aient intérêt. Ils sont Non. montés en gamme, ils font pas ça. Et puis c'est inondé de monde. Tu as des tablettes low cost de tous les sens, tu as des Oui, en fait, t'as soit des Samsung qui tablettes inondent le voilà, marché. En fait, t'as soit des tablettes low cost absolument merdiques, faut dire ce qui est, anémiques en termes de puissance et tout ce que tu veux. Enfin voilà, c'est vraiment de la merde. Et j'inclus dedans les Amazon Fire Tablet, machin et tout ça qui sont vraiment de la merde en termes de pros et tout, hein, et d'OS, n'en parlons pas. Mais de l'autre côté, tu as les Samsung Galaxy Tab et c'est tout en fait. Le marché de la tablette Android, c'est ça.
Oui, mais alors moi j'ai élargi au marché de la tablette en général. Et Oui, oui. il y a un truc à prendre côté Android qui n'est pas pris jusqu'à présent, c'est l'iPad Pro. Oui. Donc est-ce que OnePlus n'irait pas créer un truc en face de l'iPad Pro avec un OnePlus Pad, auquel cas Et ils avec auraient tout Windows intérêt 11? avec un. Ah, ça serait le combo ultime, je sais pas. Un Ben, tu vois, Windows 11 mais tu sais, genre, ARM qui fait tourner les apps Android. exactement, exactement. C'est genre le Surface Pro X, tu vois, mais version OnePlus. Ce serait Ah, pas exclu. peut-être. Après, Peut-être. Et OnePlus a alors, jamais fait de allez, device Windows, mais bon. non, je pense pas qu'ils y aillent, franchement. Par contre, un Chrome OS avec les apps Android, pourquoi pas. Ouais, En ouais. en positionnement pro. Ouais, ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais en positionnement pro, tu connais beaucoup de pros qui vont prendre du Chrome OS? Hmm. Tu mets un Windows 11 dessus, ok. Bah, tu sais que tu as quand même beaucoup de monde qui bosse sur Google Workspace, hein. Ouais, ouais, ok. Mais alors, là, c'est un marché de niche. OnePlus, leur objectif, là, avec l'alliance avec Oppo et tout ça, c'est plus de taper uniquement des marchés de niche, quoi. Donc, c'est quand même une marque qui est devenue presque grand public. Enfin, tu vois ce que je veux dire? On en parlait d'ailleurs la dernière fois sur cette montée en gamme, sur le fait qu'ils se rapprochent de Oppo, etc. Je les vois mal se lancer dans une tablette qui soit ultra de niche sous Chrome Après, il faut OS. regarder, En plus, faut regarder le c'est le marché. bureau européen, là. Tu vois? Donc, Ah oui, c'est pas le marché US c'est pas le où marché effectivement US. Au marché US, les effectivement, là, Chromebooks sont voilà, je me pour poserai pas de l'éducation, ouais. questions. Là, je te dirai, ah oui, Chrome, direct. Mais là, pour le marché européen, Alors, je ne fais pas la généralité du marché européen, mais autour de moi, donc moi j'ai mon fils qui est au collège, mhm. ils sont full sur la suite Google, hein. Donc le collège pousse là-dessus, hein. Ah, bravo l'éducation. Non mais et franchement, ils ont raison. Enfin, Non, c'est mais je suis d'accord, mais ça, non, ça me non, fait mais rigoler. ça marche très très bien. Ça Bah marche oui. hyper bien. C'est vraiment adapté et il y a rien d'autre autour qui fait ça à ce niveau-là. Donc je comprends en fait maintenant pourquoi ça marche bien dans l'éducation. Ah, mais bien sûr, ils ont tout, il y a tous les outils dedans. Mais ce que je veux dire, c'est que. Et à côté de ça, en plus, on confie C'est aussi une partie de facile. nos données à Microsoft. Enfin, il y a tout un tas de. J'ai du mal à saisir. En fait Ouais. les faux semblants de la souveraineté nationale. À un moment, ils avaient commencé à discuter d'utiliser absolument l'open source, donc Alors utiliser du ouais. Linux, etc. Enfin bon. Vas-y, vas-y. Je t'arrête et j'arrête la chatroom sur deux choses. Légalement, en dessous de 13 ans, ils n'ont pas le droit de se servir des données perso. Oui. Donc c'est vraiment safe pour les gamins en dessous de 13 ans. À partir de 13 ans, ils peuvent commencer à récupérer de la donnée. Donc, et là, c'est les législations françaises, peut-être même européennes, qui leur empêchent Oh, ça. peut-être Donc, même plus que ça. non, parce Peut-être que même. non, c'est local. Chaque pays peut l'adapter après au niveau de la, Oui, au mais quand niveau tu de. dis européen et tout ça, mais je pense qu'il y a un peu plus même. Il y a d'autres pays dans lesquels c'est interdit en tout 13 ans. Dans le Oui, monde, non, mais il y a enfin, d'autres pays, bien voilà. sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que ça dépend du pays, effectivement. Oui, oui, c'est ça. Oui, C'est c'est des pas lois toujours locales. partout. Ouais, c'est des lois locales, c'est ça. Ouais, ok. Ok, bah à voir, écoute. Mais tu vois, les gamins équipés d'un OnePlus Pad Chrome OS au collège, où on va se contenter des Chromebooks pas chers, Acer, Asus, tu Alors vois. du coup, c'est ce que j'ai pour mon gamin, un Chromebook pas cher avec un Celeron, et franchement, Hmm. ça marche très bien. Ah oui, mais ça marche bien, attention, hein. Ça Donc, marche vraiment très bien. J'étais surpris. Je pensais, tu vois, que ça allait être un truc pour l'occuper vite fait, et en fait, il fait énormément de choses avec, et ça marche très très bien. mhm. Donc bon, pourquoi pas, j'espère, ça serait bien, tu vois, si OnePlus il nous sortait une belle tablette là-dessus, pourquoi pas. Ouais, ouais, ouais. À voir un peu. Parlons de computer vision. Ça fait longtemps que j'avais pas parlé d'IA Ouais, et en plus, les deux news dans qui se cette suivent émission. vont justement parler un peu de la même chose. Enfin, pas Ouais, vraiment. alors laquelle va faire le plus peur que l'autre, on va voir ça. Oh, Alors je vais vous parler la de tienne. Détectron 2. Détectron 2, c'est quoi? C'est le next C'est un level de la computer Decepticon. vision. C'est ça, Decepticon, c'est ça. Le next level de la computer vision, voilà, Toufik nous parle de OpenCV, évidemment, ça fait partie, c'est une des briques techniques à utiliser là-dedans. Alors, Detectron 2, c'est quoi? C'est la suite de Detectron 1. Ah Wouh, oh, génial! ouais, comme Fast and Furious 9, qui est la suite. C'est ça, c'est exactement. Alors, c'est quoi? C'est une nouvelle génération, du coup, d'une bibliothèque de computer vision, donc de reconnaissance d'image, de travail sur l'image, qui est publiée par le laboratoire de recherche de Facebook, Facebook AI Oh, Research. Voilà.
Et donc dedans, c'est une bibliothèque qui va agréger plein de choses différentes qu'on fait au niveau du computer vision et qui va te fournir une version toute packagée de plein d'algorithmes, on va dire, de reconnaissance avec différentes formes, différentes choses, etc. Ils vont agréger tout ça, ils vont te fournir un truc tout packagé, state of the art comme ils appellent, qui va faire des choses merveilleuses. Alors je vous commence par le logo parce que magnifique, il faut vous le montrer, Detectron 2 sur le fond transparent, c'est parfait de bits. Alors un petit exemple, c'est ça. Ce genre d'algo de computer vision, ça va passer là-dessus. Donc tu as une image fixe là, où tu vas pouvoir faire de la reconnaissance, donc de la segmentation, reconnaissance enfin, de classification et du zoning, on va dire en français, boxing, pour tu vois, détourer certaines parties. Et jusqu'à présent, tu vois, on connaissait les boîtes, là, les box, il te dit, bah, dans ce carré-là, tu as un vélo, dans ce truc-là, tu as un bonhomme et tout ça. Et bien là, en fait, en agrégeant ces différents modèles, et du coup, ces différents algos de reconnaissance, ils vont pouvoir découper plus finement, tu vois, segmenter le ciel, Ah, je les vois. nuages, C'est un homme les en arbres, vélo les vélos, et en fait, ils les détournent mais avec, parfaitement, tu vois. avec une bouteille. Ils recréent le squelette derrière, ils font tout ça. Donc, pas mal, pas mal, pas mal. Et ils font ça en temps réel, c'est surtout ça qui est ouf. Ouais. Et donc ils ont créé cette bibliothèque-là et ils la mettent à dispo de tout le monde en disant bah, écoutez, nous c'est nos résultats de travaux de recherche, on a envie de faire progresser la recherche en général, donc on vous fournit ça sur étagère, génial, merveilleux, allez-y, emparez-vous de ça, allez travailler dans des nouveaux algos, améliorer tout ça. C'est ça. La Chine a dit merci. Chine dit merci. Alors, il n'y a pas que la Chine, il y a Facebook aussi qui se dit merci à lui-même, parce que parmi Merci les les gars. premiers cas d'usage qu'ils mettent en place, et en fait ils l'ont même linké, ils le cachent pas, hein. Donc dans l'article qui publie tout ça, eh bien, ils montrent une application, et ils le font dans quoi? Dans un autre appareil qu'ils ont chez eux qui s'appelle Le le Portal. Facebook Portal. Voilà, Et voilà. l'appareil de visio que tu as toujours chez toi, qui est étonnamment muni d'une caméra dedans. Et oui. Donc ils ont le smart camera dedans et donc il y a un exemple en vidéo, je vous invite à voir. Parce que tu vois, autant la première image, tu la vois, tu fais waouh, c'est trop bien, c'est super méga puissant. Autant la deuxième, quand tu la vois et t'imagines ça chez toi, tu dis oh putain, Holy shit, il sait c'est exactement ça, combien j'ai de verre, quelle est la couleur, c'est si je mange exactement des ça. donuts. Enfin, C'est voilà. exactement ça. Alors, la vidéo, elle est ultra flippante parce qu'au début, donc, tu vois ça, donc tu as ton Facebook Portal posé dans ta cuisine, il voit que tu as un Un MacBook, tu vois, il voit que micro-ondes, tu as des pots de fleurs, des des machins et tout blancs, ça, des tu as un vases. micro-ondes, tu as tout ça, c'est très bien. Et en fait, donc la scène se passe, c'est vraiment une vidéo, hein, donc tu as une scène qui se passe, la caméra tourne, enfin la caméra tourne, non, elle tourne pas, c'est-à-dire que, tu sais, il peut faire le focus, il peut Oui, oui. dézoomer, rezoomer, focus. Donc Dézoomer, le truc, il se rezoomer, ça. déplace comme ça. Donc il S'il détecte dézoome, il des voit que tu as un sac gens, à dos, il etc. voit que tu as une personne, il que tu as une plante là-haut et tout, ça avance, ça continue comme ça. Il voit que tu as une deuxième personne qui arrive, il voit que tu vas interagir avec cette autre personne, donc il va imaginer que c'est ton conjoint ou comme ça, là ils vont se faire un câlin, tu vois, par exemple. Ils vont voir que Mhm. c'est ça. Et après, ben, pareil, alors là on change d'angle de vision hein, parce que il n'a pas pris ses pattes et il s'est pas déplacé tout seul quand même la caméra. Mais du coup, tu vois, il reconnaît les différentes personnes, il les a classifiées comme ça et ben, Waouh. il reconnaît tout le contour du truc et tout ça. Et ça, les captures que je vous montre là, c'est extrait d'une vidéo où tout ça s'est fait en temps réel. Donc la vidéo, allez la voir, c'est Ça puissant fait et flippant à peur. la fois. Et voilà, et c'est là que tu te dis, Ouais, j'ai pas envie Portal, pas à d'avoir la un... maison. Bah, c'est ça, pas un Facebook Portal chez moi. Voilà. Ouais, t'imagines le truc qui va hyper loin, du genre, tu rentres chez toi et tu dis souhaitez-vous appeler comme tous les jours le facteur à 10h pour venir dans la cuisine? C'est ça. Comment ça, le facteur vient dans la Je vous ai cuisine tous les jours? recommandé Ouais, un c'est ça. flacon de lubrifiant, C'est ça. vous en aviez plus, j'ai vu. Mais c'est ouf, quoi. Voilà, allez, je vous montre un dernier truc quand même technique pour finir sur une note un peu plus positive. Euh, c'est ça en fait, c'est que ils ont fait de l'agrégation en fait de différentes techniques qu'on avait déjà. Donc tu vois du boxing dont on parlait. J'aurais Bah dû oui, commencer oui. par celui-là en fait. Le masking pour faire les découpages des personnes, les key points pour avoir les Le squelettes, squelette. dense pose pour détecter les poses des personnes et la segmentation sémantique pour découper en zones. Tu vois, ça c'est plutôt du ciel, c'est Ouais, plutôt les du truc, humains, le etc. décor, etc. Tous ces trucs-là séparément existent depuis un certain temps. Le gros du travail qu'ils ont fait ici, c'est agréger tout ça pour en faire un truc sur étagère, tout packagé, tout prêt, ultra méga puissant. Voilà. C'est assez, ouais, c'est assez dingue. C'est assez dingue quand Le on résultat voit. est dingue, ouais. Ouais, le résultat est juste dingue. Mais en même temps, Detectron 2 d'ailleurs, et c'est sans doute ce qui est aussi utilisé, tu sais, sur Instagram, quand il te fait des suggestions d'objets à acheter en fonction des photos que tu,
que Mais là, il le fait sur des, vois en sur fait. des photos fixes que tu regardes. Oui, Ouais, mais en tu. fait- Non, mais en fait, tu uploads une photo en tant que marque. Il va détecter les produits et du coup tu les tags ensuite tout seul en fait. Il y a bah ça c'est ce t-shirt blanc, c'est ce machin. Et surtout quand tu prends une photo et tu dis bah tiens j'aimerais bien avoir ce look, il va analyser la photo et te proposer des articles en rapport avec bah, ce t-shirt là, ce pantalon là, ce truc là, enfin voilà. C'est ouf en Ah, fait. ils font ça sur Insta. Ouais, mais Ouais, ouais. c'est qui derrière Instagram? Ah Rappelle-moi. bah, je ne sais pas. Tu ne sais pas. Moi non plus. Je ne sais pas du tout. Petite start-up Ouais, une petite au fond d'un start-up, je garage. crois, ouais, c'est ça. Ça commence c'est par ça. un F, ça finit par Facebook. Bref. Sinon, la bonne nouvelle, ça c'est pour toi, Christophe. Toi qui penses que l'année prochaine, nous aurons des voitures autonomes 100% full. 5 ans. Non, je sais, je te charrie. Les voitures autonomes en 2022, mec. Plus fort que toi, le gouvernement. C'est en avance. Le gouvernement en avance sur son temps. Bon, en fait, ils ont publié un décret le 1er juillet hein, qui en fait officialise le cadre réglementaire pour jouer avec les voitures autonomes. Donc enfin, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas... Cet épisode, quand même, on a essayé de ne pas parler d'Apple et de ne pas parler de Tesla. Mais malheureusement, je vais parler de Tesla. Du coup, Bertrand va peut-être pouvoir utiliser ce niveau-là. Bon, il faut savoir que par exemple... Ouais, alors il faut savoir que tu sais, par exemple, avec les Tesla aux États-Unis, quand tu es sur une route, sur une autoroute même, il y a une voiture devant toi, la Tesla peut doubler toute seule. Elle arrive derrière la voiture, elle détecte qu'elle va moins vite que toi, que tu es en dessous de la limitation de vitesse, du coup, que la voiture en face est en dessous de la limitation de vitesse, du coup, elle va prendre la décision toute seule de doubler, etc. Elle vérifie ses angles morts, tu vois, computer vision, il y a des caméras dans tous les sens, bon voilà. Elle est capable de faire ça. En France, c'est pas possible. C'est-à-dire qu'en France, si tu veux doubler la voiture qui est devant toi, l'IA de la Tesla va se contenter de rester derrière la voiture, même s'il roule à 50. Et l'idée, c'est que si tu veux doubler, il faut que tu mettes le clignotant. Et là, si tu mets le clignotant, là, la voiture va dire « Ah, il veut que je double. Du coup, je vais doubler. » Mais on est obligé, en gros, d'avoir une action du conducteur pour ce genre de manœuvre. Alors, 2022, la voiture autonome en France, tout sera pas permis. On n'est pas du tout en mode c'est parti, le niveau 5, on l'autorise partout, etc. et tout ça. Pas du tout. En fait, très précisément, donc le ministère du Transport, de la Transition écologique, veut se montrer clair d'entrée de jeu. Il dit ces systèmes de transport routier automatisés, comme l'État aime les nommer, hein, donc systèmes de transport routier automatisés, seront autorisés sur des parcours ou zones prédéfinies dès septembre 2022. Donc en fait, il y aura des zones dans lesquelles vous pourrez utiliser votre service de conduite autonome sur votre voiture. Par exemple, sans doute les voies rapides, les autoroutes et tout ça, mais quelques petites routes de campagne dans lesquelles ça ne sera pas autorisé. En gros, on n'a pas tous les détails. On n'a pas toutes les zones. Il y a plein de choses qui ne vont pas du tout. Il y a le décret d'ailleurs qui martèle sans arrêt hein, que pour lui, les véhicules autonomes sont des voitures dont le contrôle dynamique sera totalement délégué à un système de conduite automatisé. J'adore le langage gouvernemental. C'est très compliqué pour dire pas grand-chose. Hein. Autopilote. C'est ça, mais uniquement lorsque certaines conditions seront réunies. Bref, en gros, ils veulent pas d'incompréhension ni de confusion, c'est ce qu'ils disent. Ouais. Donc aussi, la responsabilité pénale devrait quant à elle être évaluée et permettre au conducteur de dégager cette responsabilité dès lors que le système de conduite automatisé fonctionne conformément à ses conditions d'utilisation, peut-on lire. Ok. J'ai pas compris cette phrase. Alors, je te la refais. La responsabilité pénale devrait quant à elle être évaluée et permettre au conducteur de dégager sa responsabilité dès lors que le système de conduite automatisé fonctionne conformément à ses conditions d'utilisation. En fait, s'il fonctionne conformément à ses conditions d'utilisation... Ok. Si jamais tu fais le con, tu mets pas tes mains sur le volant pendant que... c'est toutes les conneries d'accidents qu'on a vues sur les Tesla, des mecs qui essaient de gruger le système. Voilà. Okay. Si tu t'attaches les mains avec du scotch et que tu dors, ou tu vois, ce genre de trucs. Tu coinces des éponges, des ouais, c'est ça. Truc. Enfin, ouais. C'est ça, exactement. Bon, les futures possibilités, donc la distinction entre le système d'aide à la conduite, comme le régulateur de vitesse ou les systèmes de conduite automatisés, hein, donc ils vont faire une distinction entre les deux. Hein. C'est pas la même chose. Le décret évoque par ailleurs, donc un exemple concret, la possibilité de déplacer le véhicule de manière latérale et longitudinale en situation d'embouteillage sans aucune intervention du conducteur. On pourra faire ça. Changement de fil, quoi. Voilà, c'est exactement ça. Dans les embouteillages, ça sera autorisé. Mais pas sur une voie rapide. Pas verticale, note, pas verticale. Pas verticale, ouais, j'avoue. Ils ne pas sauter par-dessus. Voilà, donc en gros, la question c'était est-ce que les Tesla vont être impactés par
cette loi, parce qu'aujourd'hui, il n'y a que Tesla qui propose un niveau d'autopilote de ce niveau-là. Donc, oui, par contre, tu vois, la question, par exemple, aujourd'hui, une Tesla, sur autoroute, pour doubler, on doit activer le clignotant pour qu'elle fasse la manœuvre. Aux États-Unis, elle est automatique. Est-ce que cette situation va changer dans ses parcours et ses zones prédéfinies? On ne sait pas trop, en fait. Donc, on le saura sans doute à la fin de l'année 2022, mais le gouvernement prévoit en gros, a publié un décret donnant ces autorisations-là, mais en fait, on n'a pas le cadre complet et on n'a pas les zones. Donc, ça reste encore plus flou que, que ce qu'ils avaient proposé, que s'ils n'avaient rien fait, en fait. Alors, Ah, je réponds à Guillaume FR dans la chatroom. Luc Julia dit que les Tesla n'auront jamais le full autopilot. Alors, Luc Julia, créateur initial de Siri, racheté par Apple, qui a un avis sur beaucoup de choses sur l'IA. Sais-tu où il travaille aujourd'hui, Guillaume FR? Il a changé de boulot, il était chez Samsung avant, il dirigeait la partie IA de Samsung en France. Il avait un gros labo alors, à Paris avec des est-ce qu'il n'est subventions partout en pas France. chez une marque aux losanges Il serait pas chez une marque aux losanges qui fait des voitures? française, par là, oui, enfin française, oui. Voilà, il est chez Renault, effectivement. Donc de là à dire que il est biaisé par rapport à ça. Ouais, si peu. Alors d'abord, il dit désolé de te corriger, Tesla ne fait rien d'autre que Merco et BMW. Ne fait rien de plus du coup que Merco et BMW. Pas tout à fait, parce que il y a des assistances chez BM pour garer sa voiture et tout ça. Sauf que BM et Mercedes ont pas mis sur la route des voitures qui sont en pilotage quasi autonome en bêta ou en alpha, comme le fait Tesla. Donc j'en ai vu des séries 7 qui rentrent sur une place de parking et qui en sortent. Mais il n'y a pas la fonction summon, il n'y a pas ce genre de truc en fait, tu vois. La summon, c'est carrément, elle sort de la place, mais elle vient te rejoindre devant la porte de ton supermarché. Chez BM, c'est juste que tu peux garer ta série 7 entre deux voitures, vu que c'est un char d'assaut, sans avoir à ouvrir les portes, puisque tu es descendu de la voiture et elle avance toute seule. Mais ça s'arrête là. Et d'ailleurs, tu bloques les autres qui peuvent plus rentrer dans leur voiture, ils sont super contents. Mais voilà, il n'y a pas le summon, il y a plein de trucs comme ça qui n'ont pas été démontrés par BMW et Mercedes. Voilà, Et qui sont surtout pas live sur route. C'est surtout et qui ça, sont la pas live sur différence. route, exactement. Ils ont peut-être les technos, mais ils n'ont pas autant roulé que la Tesla. Tesla a quand même une longueur d'avance. Complètement. Parce qu'ils ont en plus collecté un paquet de données sur des voitures qui roulent actuellement. Et il y a un truc aussi sur Mercedes et BM et les BMW, c'est que pareil, aux États-Unis, je suis pas certain qu'elles aient le pilotage autonome sur autoroute sans avoir à utiliser le clignotant, etc. Je crois pas qu'ils en soient arrivés à ce niveau-là en fait. Il y a vraiment beaucoup plus il y a beaucoup plus d'interaction et de vigilance demandée au pilote. On est assez loin de ce que du pilote, le conducteur, que de ce que demande, de ce que propose Tesla en fait. Ils sont pas très loin, je te l'accorde. Mais aujourd'hui, Tesla a très clairement une longueur d'avance, que ce soit sur le matériel, le hardware embarqué. On se rappelle avec Nvidia, etc. Ils ont des partenariats incroyables. Et puis maintenant, ils font leur propre puce. Et aussi une avance logicielle incroyable que les autres n'ont pas. Ils ont de la donnée en veux-tu en voilà. Ils ont des milliards de kilomètres préenregistrés, de situations analysées par leur fameux supercomputer incroyable dont on a parlé la dernière fois. Très honnêtement, Tesla, c'est une software compagnie avant tout. Et l'objectif, c'est quand même d'avoir des voitures full autonomes. C'est pas d'avoir des super voitures incroyables, c'est d'avoir des voitures full autonomes. Qu'à la limite, elles soient plus moches que les BM. L'objectif, c'est d'aller sur Mars. L'objectif, c'est d'aller sur Mars, évidemment. Peut-être pas en Tesla, mais remarque, le Roadster est passé pas très loin. Mais... c'est ça. Mais bon, il était pas en pilote auto. Il était sur sa lancée. Enfin bref, en tout cas, voilà, ils ont une détection du conducteur plus prudente. Tu veux pas t'asseoir derrière dans une BM en roulant. Oui, mais parce qu'en fait, BMW et Mercedes appliquent d'abord les lois européennes. Enfin, c'est con, mais c'est des constructeurs européens. Donc, ils commencent par ça. Et ensuite, l'homologation se fait dans l'autre sens aux États-Unis. Mais ils vont pas débrider les choses, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Chez Tesla, c'est l'inverse. C'est-à-dire que c'est full libre. Et quand ils arrivent en Europe, ils sont obligés de brider le logiciel. Et c'est ça la grosse différence. C'est que les Tesla en Europe, effectivement, elles font pas mieux que des BM ou des Mercedes. Quoique. Sur certains points, peut-être. Mais elles font pas beaucoup mieux, en tout cas. Alors que, inversement, Mercedes et BMW aux États-Unis, à côté d'une Tesla, c'est un jouet en fait. Je parle de pilote auto, c'est un jouet. Voilà. Donc, on verra ce que l'avenir nous réserve.
Il faut donc acheter européen en Europe. Non, qui va me faire, c'est pas ce que j'ai dit. Mais effectivement, on verra ce que l'avenir nous Et ils vont réserve. les produire elles vont être produites en Europe, hein, ou là. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Là aussi. Tout Bref, à fait. Bon, allez, sur à ce, suivre. si nous passons à notre chère rubrique Bench, c'est important, allez, jingle. Yop, le bench, c'est toi qui t'y colle cette semaine. Tu vas nous parler d'un truc incroyable. Incroyable, regardez, ça monte, ça arrive, ça arrive, ça arrive. Ah, c'est à l'envers, mais ok. Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est Oh. une 3R Wainama 3R, XM. oui, c'est ça. C'est exactement ça. Faut regarder sur l'image. Voilà, vous avez accès à ça. Ça va mieux. C'est la Logitech MX Anywhere 3. Ah là là, tout ça pour dire une souris Logitech. Oui, quel matos de dingue ce soir, on va vous présenter. Alors, c'est une souris, elle est là, tadam, une souris mobile à l'origine. C'est une petite souris, même si elle n'est pas si petite que ça, que je me suis prise pour aller avec le laptop. C'est quand même plus pratique d'avoir une souris et j'en suis super content. Je vous spoil la fin, mais je vais vous raconter un petit peu tout ça. Je vous mets des photos, ça sera plus joli que ça. Regardez-moi ça comme elle est belle, en blanc, mis sur un joli bureau. Waouh. Alors, elle n'est pas qu'en blanc, d'ailleurs, il y a une Apple Watch à côté. Elle est dispo en 3 coloris, hein, vous l'avez, donc je l'ai en grise, elle est en blanche et en rose, évidemment. Et Tu as pris la version rose, évidemment. évidemment, tu l'as vu sur la photo, quelle Oui. perspicacité. Pour aller avec mon teint jaune. C'est ça. C'est ça. Donc, qu'est-ce qu'elle a de bien cette souris? Déjà, donc, elle est sur batterie, c'est du lithium polymère. Elle tient 60 jours en charge complète. Donc, si tu fais une charge complète, tu peux avoir 60 jours d'utilisation. Utilisation où tu t'en sers toute la journée. Hein, donc, Ouais, c'est ça. work hour, quoi. Des heures de travail de journée. 70 jours. Je confirme la durée. C'est pas mal. Ah non, franchement, j'ai tenu depuis le temps que je l'ai acheté, je ne l'ai rechargé qu'une seule fois et ça fait bien plusieurs mois que je l'ai. Donc, C'est ça, ça doit faire au moins 2 mois. alors je parlais de l'autonomie dessus effectivement, donc 70 jours en charge, je confirme. Et surtout un truc qui est terrible, c'est qu'elle a, tu peux la recharger en 1 minute, tu la branches 1 minute et tu récupères 3 heures d'autonomie dessus. Oh. Alors oui, c'est quand même pratique parce que ça reste une souris pour la mobilité. Donc si jamais tu vois, moi je m'en sers beaucoup quand je bosse, tu vois, que tu te déplaces en réunion comme ça avec un portable, Ouais. tu le prends, tu le sors, tu te trimbales. Si tu as la souris, tu peux la prendre avec. Si jamais, pour le coup, tu n'as pas le temps de la charger, et tu peux pas la prendre parce qu'elle recharge. Mais là, même si tu l'as laissé 1 minute, tu peux partir T'as avec 3 heures. 3 heures. 3 heures de réunion devant, ça peut tourner avec. Ouais, Donc 3 c'est pas heures de mal. réunion. Charge rapide, très bien. Donc en parlant de la recharge, évidemment, ça se fait par USB-C. Ah. Youpi, un câble universel maintenant. Ça se fait par le bon endroit, hein, ça se fait par devant. Hein. On n'est pas chez par en Apple dessous à charger Oh par là dessous. là. Non. Moi, je suis trop Voilà. habitué. Il fonctionne en Bluetooth, Bluetooth Low Energy, ou avec le magnifique protocole Logitech Unify, avec ce magnifique dongle que vous pouvez mettre, qui gère tous les périphériques Logitech. Alors, la différence, c'est qu'avec ça, déjà, il te faut un port USB. Et quand tu as des PC ou des Mac qui n'en ont pas, ouais, parfait. Pour illustrer. Quand t'en as pas, tu peux pas le recharger. Donc il y a aussi le Bluetooth. L'intérêt c'est que ça tu peux gérer ton clavier, tes souris et tout avec, tous tes périphériques avec un seul dongle. Et t'as une latence plus faible que le Bluetooth. Et le Bluetooth est censé être un peu plus énergivore, avoir un petit peu de latence. Très sincèrement, je ne tourne qu'en Bluetooth et ça va très bien. La latence, c'est pas un souci. C'est pas pour jouer avec, voilà. C'est pas du gaming, hein, non, pas avec une souris comme ça. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a de bien? Oui, ce que je peux vous montrer dessous, il y a quelques petits boutons qui sont pas mal. Il y a un petit bouton on-off évidemment pour l'éteindre. Alors, elle se met en veille toute seule, mais tu peux l'éteindre pour que tu maîtrises toi-même l'arrêt. Et il y a un autre bouton en dessous pour pouvoir switcher. En fait, tu as 3 profils, tu peux connecter 3 périphériques. Putain, c'est bien ça. Donc, du coup, tu peux basculer d'un périphérique à l'autre. Sachant que en plus, elle gère le Logitech Flow, qui est le logiciel de prise en main de plusieurs périphériques en même temps. C'est-à-dire que tu peux brancher ta souris sur ton PC, ton Mac, un deuxième PC, et du coup, tu peux changer d'écran et tu prends la suite du relais dans l'autre appareil. C'est le truc qu'a inventé Apple avec le dernier macOS. Non, je putain. Ce qui est assez rigolo. Non, mais attends, si tu connais pas Logitech Flow, je connaissais pas du tout. Tu peux le brancher en même temps sur un Mac et un PC. Oui. Et tu peux même faire du copier-coller de fichiers du PC vers le Mac. Oui. Le soft Logitech. C'est très bien foutu leur truc. Enfin, sur le papier, j'ai pas essayé. Mais sur le en termes de sécurité, j'espère que c'est bien foutu aussi parce que. Réseau local uniquement. Oui, voilà, oui.
Donc, bien sûr, Réseau non, ça local marche d'entreprise uniquement. Et Non, évidemment tu le fais partagé pas, avec. tu fais Non, pas je dans ton plaisante. entreprise. Bon, elle a quelques petits boutons intéressants. Donc, il y a, un clic, il y a, je crois, 6 boutons, ils disent dessus. Donc, tu as le clic gauche, clic droit, tu as un clic roulette, évidemment. Tu as le petit bouton dessus qui est juste merveilleux. Moi, c'est ce que je préfère chez Logitech, c'est tu cliques dessus et tu as le mode débrayer. Ah oui, La la roulette, souris elle fait. débrayée. Ouais, je l'ai aussi sur ma Logitech. Moi, c'est la souris, c'est la G903. Oui, ben voilà, moi j'adore ça chez Logitech. J'ai la G502 en fixe chez moi qui fait ça aussi, c'est juste génial. Donc là, sur une souris mobile, c'est quand même bien pratique en plus. Et tu as les boutons sur le côté qui font suivant les précédents. Alors ces boutons, ils sont vachement intéressants parce qu'ils font pas que ça. Ils ont des profils en fonction des applications. Et notamment, tu peux faire. Alors, il y a un truc que j'aime bien aussi sur les souris, c'est le défilement gauche-droite. Je sais pas si tu l'as sur la tienne, sur la 903, Oui. tu l'as aussi. Et tu Oui, peux oui. faire clic gauche ou clic droit sur la roulette, ça la penche, et du coup, tu peux faire du défilement horizontal. Oui. Et bien Alors moi, celle-ci, donc tu peux pas faire clic. Il clique pas, mais elle se penche quand même. Donc bon. Penche, ok. Et donc là, si tu tiens un bouton sur le côté, tu fais roulette au bas, ça fait le défilement horizontal, nativement sur la souris. Donc en fait, t'as pas à configurer quoi que ce soit. Malin. Donc ça, c'est pas mal, c'est malin. Et tu as surtout des profils pour d'autres applications. Et voilà, je vous le montre. Donc tu vois, en gros plan, c'est mieux expliqué que ce que je viens de vous dire. Hein. Donc tu as le débrayage de la roulette et tu as avance-retour. Et tu peux faire basculer les modes défilement horizontal avec les boutons sur le côté. Et un truc qui est intéressant, très malin, que j'ai vu chez eux, c'est qu'ils ont des profils par application. Donc tu as du Photoshop, navigateur et tout ça. Pareil, couper le suivant le micro précédent. et tout, c'est tellement malin. Voilà, t'as les applis de visio, ils sont malins, Zoom et Teams, avec les boutons suivant les précédents, enfin les boutons sur le côté, tu peux faire désactiver, activer le micro, et pareil pour la caméra. Ce qui est juste génial, t'as pas à chercher tes boutons, tes machins, tout ça, tu fais juste à la souris que t'as sous la main, tu fais clic, clic, et hop, c'est déjà couper le micro, rallumer le micro. Ils sont tellement malins, surtout en ce moment, où tu fais beaucoup plus de visio. Voilà. Ce que je peux vous dire de plus, ça coûte combien? Tiens, il y a une version pour Mac. Ah, elle est blanche, évidemment. Une version pour Apple, parce que c'est pas que pour Mac, elle est également compatible iPadOS. Ok. Voilà, alors j'ai pas compris pourquoi il fait une version différente. Mais moi non plus. Je sais pas pourquoi. Parce que, ouais, je vois pas. Il doit y avoir soit une certif, soit une variation dans le protocole. Non, parce qu'en fait, toutes les souris Bluetooth fonctionnent sur iPad. Enfin, je comprends pas. C'est peut-être dans le périphérique, tu sais comment il s'identifie au Bluetooth pour mapper les boutons, des choses comme ça qui doivent un peu différent. Ou peut-être pour le niveau de batterie géré par l'OS. Quoi qu'il en soit, même tarif, hein, que ce soit pour Mac ou pour tout le reste. Alors, elle est sur le site officiel autour de 90 €. Vous pouvez la trouver en ce moment pour les plus rapides qui en ont besoin. Sur Back Market, il y a des versions reconditionnées en état neuf à 65 €. Et à ce prix-là, je vous invite à la prendre. 65 €, c'est très très bien pour ce type de souris. Et sinon, tarif neuf, vous la trouverez sur Boulanger ou Amazon pour 75 €. Voilà. J'ai tout dit, je vous la recommande. 90 boules. Ouais, non, mais le site de Logitech, il se rêve un peu là. Non, moi je l'avais acheté. Je l'avais acheté en promo. Je l'avais trouvé en promo. Je crois que c'était sur Amazon et c'était dans les 70 € par là. Ouais, et ça vaut le coup. Non, c'est une très 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 bonne souris. Avant, j'avais des petites souris pas chères. J'ai eu des souris Microsoft avant, mobile comme ça. Mais ça dure pas très très longtemps. Celle-là, elle est quand même plutôt quali. Et surtout, elle est pas si petite que ça. C'est-à-dire que souvent, tu as la souris mobile où tu es vraiment. Tu es crispé dessus. Là, elle est assez grande pour que ça suffise pour travailler. Et relativement plate quand même, donc ça rentre bien dans un sac de transport, sacoche de transport pour ton. Non, ils sont bons, laptop. Logitech. Ils sont bons. Très 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 content. J'avais essayé en fait. J'avais essayé la MX Anywhere 2S, qui est la version juste avant, qui est globalement la même. Hein. Il n'y a pas grand chose qui change. Hein. Elle est beaucoup moins chère et c'est globalement la même. Et j'avais été conquis et j'avais vu la 3 en promo, j'ai sauté dessus dès que. Ouais, USB-C et puis. l'autonomie, hein, comme tu disais, 60 jours, c'est quand même colossal quoi. 70 jours même là ils disent, mais moi autour de 60 jours déjà c'est quand même énorme. Tu la charges quasiment jamais. Ouais. Voilà, je recommande. Bon, c'est parfait. Merci à toi. Et je te propose maintenant qu'on passe à la suite avec une application absolument magique. Ça va occuper les enfants cet été. Allez, petit jingle. Bon, on t'entend, mais on ne te voit plus, Christophe. Tu as disparu derrière ton application. Tu as disparu derrière l'application. Je vais vous parler de Break It, Make It. On va pouvoir faire les Daft Punk.
Quand je débranche mon câble, ça va refaire. Ah ouais. Donc, de Brickit. Brickit, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une application qui... Bah, attendez, vous savez quoi? On va faire le tuto. Le tuto, voilà, il vous dit « Salut, je suis une application incroyable qui vous permet de construire des Lego, en gros. » Voyons voir comment ça marche. Étape numéro 2. D'abord, vous étalez vos Lego par terre, comme un gros sauvageon. Vous prenez une photo et l'application va automatiquement compter et organiser toutes vos pièces de Lego. Je sais pas si tu vois le truc, hein. Bon, on laisse faire la vidéo, il reste encore 10 secondes. Donc c'est un truc, tu vois, ils ont entraîné un modèle incroyable, un réseau neuronal incroyable. Bon voilà, et là, tu vois, il a 1837 pièces à peu près, hein. Et ça lui dit tout ce qu'il peut construire avec. C'est-à-dire qu'il va appuyer sur le petit bouton, vous allez voir. Tu choisis ensuite le modèle que tu veux construire et il va te dire bah, c'est bon, vous avez les pièces qui vont bien, etc. Donc là, je vais cliquer sur le petit éléphant. Wow, génial! Si on assemblait ça avec vos briques, etc. Donc voilà, il te donne un exemple. Il dit bon, il est possible qu'on n'ait pas très exactement toutes les pièces. Je vais vous donner un autre exemple. Par exemple, on va reprendre le. Je crois qu'il y avait un X-Wing. Ouais, voilà. Le petit X-Wing. Il était super, on va t'aider à assembler tout ça. Voilà, et là, il va regarder dans tes briques celles que tu as et te l'assembler. S'il te manque les briques, bon, bah voilà. Il te proposera une alternative de couleur. Comme j'aime le risque, nous allons faire une démonstration en live. J'ai récupéré quelques Lego, alors j'ai pas recouvert tout mon bureau, hein. Il faut tout mettre bien à plat sur une seule couche, tout à fait Draxas. Donc, je vais lancer l'application ScanBrick. Voilà, donc là j'ai quelques pièces de Lego. Alors je pense qu'avec ça, je ne vais rien construire, hein, ça va de soi. Mais c'est surtout pour voir s'il arrive à détecter correctement les différentes briques. Donc je lance la photo, et là vous allez voir la magie, clac! Là il est en train de chercher des idées, vous voyez, le pick-up IDs, donc il va rien trouver, hein. Mais il m'a trouvé 28 pièces. Est-ce qu'il y avait vraiment 28 pièces? Non, il y en a un peu plus. Il y en a une qu'il n'a pas vue. Il y en a deux qu'il n'a pas vu, ces deux noirs-là, en fait, il les a pas vus. Vous voyez, il les a pas vus. Bon, d'un autre côté, c'est fond noir, voilà quoi. Tiens, on va recommencer pour voir si là, il les détecte. Mais ça va super vite, hein. Voilà. Tadam. Quoi, t'as pas totalement recouvert ton bureau? Bah non. Voilà, là, 29 pièces, c'est bon. Normalement, elles y sont toutes. Alors il me dit, oh, mais j'ai aucune idée. Pourquoi? Et il te dit, bah parce qu'en fait, soit tu as des pièces Duplo techniques et du coup, il a du mal à les détecter, hein. Soit il a du mal à les voir, tout simplement. Soit c'est la bêta et ça marche pas. Sinon, il faut au moins 150 pièces en gros pour réussir à construire un truc. Mais ça marche super bien en fait. Je vais essayer de récupérer d'autres Lego parce que évidemment j'ai amené la caisse de Lego à côté de moi, hein. Hop. Allez, on verse tout par terre. Ouais, super, allons-y, versons tout par terre. Alors vous reconnaissez le bruit caractéristique, hein, des Lego. Je vais en rajouter quelques-unes. Guillaume FR, c'est ça, l'appli s'appelle Brickit, c'est ça. Et tu la trouves sur brickit.app. Ça, c'est pas des Lego. Hop. Je vais en rajouter quelques autres, hein. On va voir ce que ça va donner. Ça non plus, c'est pas des Lego. Ça, c'est des techniques, donc on les enlève. Ils ont dit les techniques, ça marche pas super bien. Hop. Voilà. Là. Je les mets à plat, hein, à peu près, hein. Hop. Voici. J'en ai rajouté quelques-unes. C'est dur, hein, franchement, avec les pièces que t'as. Ouais, c'est hyper dur. Bon, tu vois, il y en a une qui l'a pas détecté en bas. Maintenant, il y en a 47. Merci pour le compte. Il y a des pièces qui ne voient pas, mais bon, voilà, je vais les déplacer là. Peut-être que ça l'aidera. En plus, sur un fond noir, tu sais. Le mec, hyper sympa, hein. Il met des trucs noirs sur fond noir. Histoire de l'aider vachement, hein. Hop. Allez, verse tout, nous dit-on, vas-y. Non, je vais pas tout verser sur mon bureau, ne déconnez pas. Voilà, là il les a vus. Donc là il me dit 51 pièces, hein. Bon, évidemment, il trouve pas ce qu'on peut faire avec. Mais c'est pas mal. Ouais, elle est pas sur Android. Et en fait, je pense que c'est parce qu'elle utilise sans doute la puce ML, tu sais, des processeurs. Le processeur ML des puces, tu sais, A14X, etc. quoi. Donc, et il est possible d'ailleurs qu'elle soit pas compatible avec tous les iPhones. Apparemment, ouais, ils Android, annoncent ce sera que ça 6 sera Fall, cet automne. Ouais. C'est bon.
Bah, voilà, donc ça devrait débarquer. Donc là, est-ce que je veux garder le résultat ou pas? Bon, je vais faire keep. Et si je veux, je peux rescanner d'autres pièces, etc. Jusqu'à ce qu'il me trouve des modèles et qu'il m'en propose. Alors, il faut savoir qu'en fait, vous pouvez construire tout un tas de trucs. Il vous dit, ben voilà, par exemple, vous voulez construire Poudlard, mais c'est tout à fait... Enfin, des Lego Harry Potter, c'est tout à fait possible. Donc là, voilà. Et l'idée, c'est qu'en fait, il va vous dire les briques dont vous avez besoin, etc. Si vous en avez ou si vous n'en avez pas. D'ailleurs, pour le coup, j'en ai aucune qui correspond au modèle. Donc, je suis pas prêt d'y arriver. Mais l'idée, c'est qu'en fait, vous pouvez vous enregistrer vos collections de Lego. Et lui va vous dire, bah, ça, vous pouvez le construire, ça, vous pouvez pas, etc. C'est assez malin, en fait, la façon dont le truc fonctionne. Et vous avez tout un tas de collections Lego. Alors, l'application, à mon avis, elle doit pas être méga autorisée par Lego, qui aime pas trop ce genre de choses. Non, elle n'est pas affiliée Lego. Hein. Donc voilà. Il y avait une application, enfin il y a un site internet pardon, qui s'appelle j'ai oublié le nom. Mais c'est genre un truc Rebrick, je sais plus quoi, où en gros tu peux télécharger tous les manuels avec toute la liste des pièces et toi tu peux enregistrer toutes les pièces que tu as et il te dit quel modèle tu peux construire et ainsi de suite. Donc l'appli est gratuite, là vous pouvez l'utiliser gratuitement. Donc moi par exemple j'ai pas créé mon profil, hein. Rebrickable, ouais c'est ça, Nico Poppy. Donc là l'idée c'est que vous pouvez sauvegarder des idées, sauvegarder vos sets, etc. Et le seul souci c'est qu'effectivement il envoie tous vos Lego en ligne, et ça c'est moche, hein. En termes de vie privée c'est pas terrible, non, je déconne. Bref, vous avez la possibilité de vous amuser avec. Franchement c'est super cool. Ouais, en scannant le code barre aussi, ça pourrait aller. Mais là, l'idée, c'est que tu as la possibilité. Il n'y a pas que des modèles officiels dans l'application. Vous pouvez construire évidemment d'autres choses, hein. Des créations faites par des gens. Et surtout, ouais, vous prenez en photo et il vous affiche tous les Lego, etc. Un truc qui serait cool, ça serait qu'il puisse vous les classer et les ranger après, mais ça ne le fait pas encore. Voilà, c'était la petite app. Dont je voulais vous parler, Brickit. En ce moment, il fait tellement beau cet été que vos enfants doivent s'ennuyer et veulent jouer au Lego. C'est l'occasion de faire le tri et de jouer avec eux au Lego. Voilou. C'est tout pour moi pour cette rubrique. Toi, c'est pareil, t'es envahi de Lego chez toi ou pas du tout? Ah oui. Il me tarde d'avoir ça sur Android. Ah bah voilà. J'aurais de quoi tester, franchement. Exactement. Mais les Lego, tu peux faire un truc avec. Oui, tout à fait, on peut faire des trucs avec. Mais voilà, c'est honnêtement l'application. J'adore le bruit des Lego qui tombent dans la boîte. Attendez, je sais pas si vous les entendez parce que je crois qu'il y a le RTX audio, alors ça va peut-être pas s'entendre. Ah si, un peu quand même. Ça s'entend. Donc, bref, de quoi vous amuser avec vos enfants. Je vais laisser les enfants étaler les Lego et les scanner, puis les faire ranger. C'est un peu ça, Julien. Tu peux faire un cadre pour l'AWTR, ouais, pour l'Outrix, ouais, la Coq Raspberry Pi, tu peux faire plein de trucs. Évidemment, c'est tout à fait possible. Bon, sinon, où est-ce qu'on nous retrouve sur les internets, Chris Kamikas? Et bien voilà. Bah voilà. Il a tout dit. Les comptes Twitter. On se retrouve sur les comptes Twitter, Cédric Deluca avec un 2. 2, ouais. Et un Chris Kamikas sans chiffre. Voilà. Un Chris Kamikas sans Au cas où, si vous aviez. Chris Kamikas sans chiffre. C'est vrai. C'est ça. C'est vrai. StudioRenegade.fr évidemment. Pour tout le reste, c'est ça. Et pour plus encore. Et il y a Mastercard. Et justement, par Mastercard, go tipeee.com/SCD Renegade. Hein. Chris. Ça, c'est pour nous soutenir. Ouais, c'est ça. Bon. Donc, pour nous soutenir, évidemment, sinon, sub, Twitch Prime, tout ça. Prime Gaming, d'ailleurs, on dit maintenant, on dit plus Twitch Prime. Hein. Donc, si vous avez un Prime Gaming qui traîne, de tata, maman, tout ça, n'hésitez pas à soutenir la chaîne. Appelez toute la famille. Je suis sûr qu'il y a des Prime, des Amazon Prime qui traînent, là, qui sont des tristes Prime Gaming qui traînent. Ouais. Ouais. Ils n'ont pas été distribués à des magnifiques streamers qui donnent de leur personne. C'est ça. Qui s'arrachent les cheveux. À nous. Ça. Mais c'est que pour nous deux, ça. C'est vrai. Ça marche pas trop pour les autres. Quoique, Bertrand commence à avoir des entrées maritimes. Hein. Je veux pas dire, quoi. Je veux pas balancer. Ouais, mais jusqu'à présent, je le voyais pas trop parce que tu sais, il est toujours en hauteur. Bertrand, il est vachement grand. Mais quand il s'assoit, on le voit un peu mieux.
Je te plaisante. Ouais, j'aime bien comment Toufik a écrit ton pseudo. Je pense qu'il faudrait que tu te renommes sur Twitter. Ça serait tellement pratique. On dirait Vraiment, il manque un R, mais oui. ouais, mais on dirait un produit chimique, tu sais. Alors c'est vrai, c'est ça. Du CH15, C4, ouais c'est ça, C4M1, C45. Ouais c'est ça, c'est exactement ça. Le truc de malade. Bon, enfin bref, en tout cas, vous pouvez nous retrouver un peu partout. N'hésitez pas. Donc sur renegade.fr, vous avez le planning de tous les streams, etc. Par là, tout par ce qui se là, passe. et par là. Ouais, Si, ça marche. partout. Yeah. Vous avez toutes les infos. Normalement, si vous êtes un peu malin, vous devriez vous en sortir. Sur ce, merci à toi, Christophe. Et puis voilà. Et à plus pour les autres. Ciao, ciao. Ciao, ciao.